Yeah. Malheureusement, l'autre chose aussi, c'est qu'en Afrique, voyager, c'est devenu carrément comme un projet que personne ne doit entendre. Si tu es dans ton projet de voyage, tu ne veux pas que les gens sachent, ils font tout pour cacher les choses et tout, ce qui fait que tu es dans ton monde, tu n'as pas la capacité de faire des recherches pour suivre ton dossier et tu ne veux pas dire aux gens, poser des questions aux gens pour que tu puisses savoir, ceux qui ont déjà quitté, pour savoir ce que tu fais, c'est bien ou pas. Et au final, on se retrouve avec des gens qui ont pris notre argent, on peut nous amener nulle part. Tu peux les amener nulle part, ils ont bouffé là, c'est fini. Tu recommences à zéro. Il Malheureusement, tu ne faut, recommences pas à zéro dans le pays où tu vas, mais tu recommences à zéro dans ton propre pays. donc, Askim, bienvenue sur Farah Podcast. Donc, c'est un plaisir pour moi de te recevoir une fois de plus parce que tu es vraiment quelqu'un qu'on a déjà reçu. Certainement, maintenant, les gens ils te connaissent qui est Askim, mais malgré cela, je te laisse te présenter pour des gens qui vont te découvrir pour la première fois, qui est Mohamed Askim. Bonsoir, Monsieur Mouni. Encore une fois, merci de m'avoir reçu pour une deuxième fois, je vais dire, dans ce podcast, par un podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Asiki Mohamed Tcharay. Je suis ingénieur d'État en électronique, électrotechnique et automatique. Je suis également, disons, un auto-entrepreneur et bien entendu, je suis un écrivain, auteur de 4 livres actuellement. Mon dernier livre s'intitule Paradoxe africain ou l'éveil de la conscience. Donc, actuellement, je travaille comme étant un métrologue dans une entreprise qui est située ici au Canada. Donc, c'est ici que je vis actuellement, c'est ici ma résidence. Ok, super. Je pense qu'on va revenir sur beaucoup de points, mais principalement aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse sur ton parcours, c'est principalement tout ce qui concerne le Canada, parce qu'aujourd'hui, c'est là-bas que tu exerces. Donc, ça va être vraiment focalisé sur cela. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, partir au Canada, ils voient ça en fait comme étant la solution miracle. Ils veulent coûte que coûte quitter chez eux pour aller au Canada ou bien dans d'autres pays. Est-ce que c'est une opportunité ou bien une illusion selon toi de voir le Canada ou bien d'autres pays de cette manière-là? La réalité, c'est que le, le Canada ou d'autres pays, hein, je réfléchis carrément. Il y a quelqu'un qui disait la dernière fois sur TikTok, maintenant que tu as entendu la question, qui disait sur TikTok, une Togolaise, une artiste bien connue sur TikTok, qui disait que tout le monde quitte le Togo, que tout le monde fuit le Togo et que le Togo, c'est une terre maudite et que quand tu restes au Togo, tu peux pas réussir, tu peux pas du tout réussir, même s'il faut aller, ouais, même s'il faut aller au Ghana, même s'il faut aller au Burkina Faso, mais quand même au Togo, faut pas rester, faut quitter, parce que le Togo, genre rien ne pousse, je vais dire ça comme ça, au Togo. Et malheureusement, une bonne partie de la jeunesse aujourd'hui est, comment dirais-je, désolé, il y a un de mes frères qui m'appelle là, ce qui fait que je bouge comme ça. Okay. Malheureusement, aujourd'hui, une bonne partie de la jeunesse pense que pour réussir, il faut quitter chez soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu quittes chez toi, c'est comme synonyme de réussite. Comme les Camerounais le disent, je suis à Peng. Je suis à Peng, Ouais. je suis à l'extérieur, je ne suis pas au pays, tu vois. Tout le monde veut qu'on les appelle la diaspora. Par exemple, au Togo aujourd'hui, on dit non, voilà, les gens de la diaspora. Et il y a même une personne qui m'a dit que j'aime pas les gens de la diaspora parce qu'ils se prennent un peu trop. Mais la question n'est pas de savoir si, comment dirais-je, on réussit automatiquement quand on sort du pays. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on sort du pays. Parce que Yeah. rien n'est automatique. Donc, les gens quittent le pays comme étant fonctionnaires d'État, ils gagnent très bien leur vie et ils viennent ici, ils commencent par faire quoi? Ils commencent par faire des jobs comme Uber, c'est-à-dire les Wow. livraisons de nourriture comme taximan. On connaît des Wow. gens et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs exemples de ce type-là. Des gens qui viennent et qui commencent par faire des trucs comme ça.
Donc, est-ce qu'on peut parler de la réussite dans ce cas de figure? Quand tu es chez toi, avec un salaire, avec un statut, et que tu viens dans un pays où tu recommences vraiment vers la base. À zéro, en quelque sorte. Oui, à zéro en quelque sorte. Ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas de recommencer à zéro. Attention. Moi, personnellement, j'ai quitté le Maroc. Là où j'étais, le niveau auquel j'étais au Maroc avant de venir ici, ce n'est pas la même chose. Maintenant, c'est vrai que je suis en train de remonter la pente, mais la notoriété que j'avais au Maroc, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas la même notoriété ici. Donc, quand tu quittes un endroit A pour aller à un endroit B, tu commences toujours par zéro, d'une manière ou d'une autre. Et à quel prix? C'est ça, à quel prix? Parce qu'il y en a qui quittent pour quitter. C'est-à-dire, il y en a qui ont en tête que, bon, quand je suis à l'extérieur, c'est que j'ai déjà réussi. Bon, ce n'est pas forcément une question de l'Europe, hein. Même quand tu quittes le Niger pour aller au Burkina Faso, tu peux quand même réussir. Tu peux quitter le Togo pour aller au Niger pour réussir. Et la dernière fois, dans notre discussion, je disais qu'il y a beaucoup de Nigériens plutôt qui sont au Togo, qui Oui, ont pris, je vais dire, entre guillemets, en assaut le grand marché de Lomé. Et ils font de bons business. J'ai fait des business avec certains d'entre eux. Mais la question de oui, savoir pourquoi est-ce que tu quittes ton pays, c'est quoi l'objectif derrière? Parce que ce n'est pas automatique la réussite. C'est vrai que quand tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays, il y a une autre possibilité, il y a peut-être certaines réalités qui vont te permettre de pouvoir réussir, mais rien n'est facile, quel que soit l'endroit où tu es. Rien n'est facile. La preuve, et aujourd'hui, ici au Canada, il y a des Français qui sont là. Beaucoup de Français qui quittent la France pour venir ici. À Dubaï, il y a des Français qui sont là-bas, il y a des Européens qui sont à Dubaï, qui vont pour... Et ils se sentent beaucoup mieux dans ces pays-là que la France. Donc, la question est de savoir pourquoi est-ce que je quitte et quels sont les potentiels que j'ai aujourd'hui qui vont me permettre de pouvoir réussir là où je vais. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est jamais automatique, ce genre de choses. ok, super. Donc, moi, ça va me laisser de te poser une question. Pourquoi est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a poussé à partir au Canada? Comme tu as ouvert la question, je te repose la question, pourquoi est-ce que tu es parti au Canada? En fait, c'est une question, sincèrement, Mouni, c'est une question à laquelle je suis obligé de répondre chaque jour. Et chaque jour que Dieu fait, sans te mentir, c'est une question à laquelle je suis quelque part obligé de répondre. Parce que Mhm. moi, le travail que je fais aujourd'hui, la métrologie, je voyage beaucoup à travers, bon, je ne vais pas dire le Canada, mais la province dans laquelle j'habite, je voyage beaucoup à travers la province. Et je vais chez plusieurs clients. Aujourd'hui, je suis à l'hôpital. Demain, je suis dans une industrie qui fabrique de la marijuana. Demain, je suis dans une entreprise qui fabrique, comment dirais-je, de l'eau. Donc, je bouge beaucoup. À chaque fois quand je suis là-bas, ceux avec qui je travaille, bon, les clients, pour sympathiser, te posent la question, tu es d'où? Euh, Pourquoi tu as quitté pour venir ici? Oui, Ce sont des questions qui sont pas, c'est pas méchant, mais je trouve ça légitime. Donc, pourquoi est-ce que tu as quitté? Pourquoi est-ce que tu as choisi le Canada? D'autant plus que je suis francophone, à un moment donné, que je suis francophone, ils disent, bon, tu es francophone, pourquoi tu as choisi le Canada? Et pourquoi tu as choisi une province anglophone au lieu d'une province francophone? La oui. question est vite répondue pour moi. Je suis en quête de challenge. J'étais Mhm. vraiment en quête de challenge. J'étais vraiment en quête de ce truc-là qui va me pousser à aller plus loin que là où je suis aujourd'hui, là où j'étais il y a de cela quelques années. C'est ce qui m'a amené à venir au Canada et plus principalement dans une province anglophone. Je suis ingénieur et ceux qui sont dans le domaine, tu es ingénieur informatique, tu le sais, l'anglais est très important. C'est pour cela que ça ne veut pas des raisons pour lesquelles je suis parlé en France. Parce que la France, c'est un système que je connais déjà. Quand j'ai quitté le Maroc, j'étais à Capgemini. C'est-à-dire que ce Capgemini est français. Le système, je le connais. Le système francophone, je le connais. Mais le système anglophone, je n'ai jamais expérimenté cela. Pour moi, il y aurait beaucoup plus d'opportunités en venant ici et en Mhm. recommençant demain à zéro. Donc, ça n'est pas dire les raisons pour lesquelles j'ai quitté. Et il faut également dire à un moment donné, pour tous ceux qui sont au Maroc et qui le savent et qui sont vraiment sincères avec eux, ou je dirais dans n'importe quel pays, hein, mais je connais le Maroc, donc je parle du Maroc, à un moment donné, tu es bloqué. Qu'il Yeah. y a pas, à un moment donné, tu n'as plus trop d'options. Tu finis tes études, tu commences par faire un travail, et même s'il faut entreprendre, comme je le disais lors de notre rencontre la dernière fois, c'est vraiment limité, malheureusement. C'est vraiment limité et je comprends parfaitement. Ils le font pour leur population
ils le font pour leur économie et tout. Je comprends très parfaitement. Donc, ce n'est pas aussi ouvert comme ici au Canada ou certains pays en Europe où quand tu bouges et que tu arrives là-bas, tu as certaines facilités pour entreprendre, tu as fait certaines facilités pour pouvoir prendre certains risques. Et les mêmes Ouais. risques que tu ne peux pas prendre en étant au Maroc ou dans certains pays de l'Afrique. Et moi, j'étais prêt, Mhm. attention, moi, j'étais prêt à retourner au Togo. Je le dis à qui veut l'entendre. Moi, j'étais prêt à retourner au Togo. J'étais prêt à retourner au pays. Étant en quittant le Maroc ou bien... En quittant le Maroc, j'étais prêt à retourner au pays. Quelque chose que je t'ai pas dit la dernière fois, c'est que mon premier boulot, quand je l'ai eu, quand j'ai quitté mon premier boulot, je suis allé dans un deuxième boulot. Le deuxième boulot, quand j'étais parti là-bas, l'atmosphère n'était pas du tout bien. Et que l'atmosphère n'était pas du tout bien. Et je ne sais pas comment il va t'expliquer la chose. C'est ça ce qui est différent. Par exemple, ici, je travaille et on valorise ce que je fais comme travail. C'est-à-dire que ce n'est pas, ce n'est pas un cadeau qu'on me fait en me faisant travailler. Moi, je Yeah. travaille et vous me payez. D'accord? Je donne de ce que j'ai et vous me De la donnez valeur. le travail. Mais le deuxième boulot, j'étais au Maroc, ce qui m'a fait changer vraiment à 180 ou 360 degrés, c'est que Mhm. à un moment donné, c'était comme si on te faisait une faveur en te donnant ce boulot-là. C'est comme si on te faisait une faveur en te donnant le boulot que tu es en train de faire pour lequel on te paye. Tu fais de l'utile pour la boîte, tu apportes de ton expertise, tu apportes en tout cas quelque chose, même si eux autres, parce qu'ils minimisent en fait le travail que tu apportes. Ils mettent au-dessus le salaire qu'ils te payent. C'est comme si tu es surpayé. Et moi, j'ai démissionné. C'est pour Mhm. cela que j'ai démissionné. Quand j'ai démissionné, je suis venu rester à la maison. Et je réfléchissais, je me suis dit, bon, je retourne au pays Yeah. pour mettre en œuvre, en fait, pour partager mon expérience, pour pouvoir donner ce que le pays m'a donné, ça est remboursé ce que le pays m'a donné, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir, c'est une autre réalité également. C'est Mais après qu'est-ce qui mieux. t'a fait changer d'avis? En fait, c'est la famille, pour le dire. C'est la famille également qui, à un moment donné, te dit, tu sais quoi, essaie de te poser, réfléchir. Et il ne faut pas juste rentrer parce que malheureusement, étant de la diaspora, tu peux pas, si tu quittes, tu rentres au pays directement. Les réalités ont changé. Beaucoup de réalités ont changé. Après avoir passé 10, 12 ans au Maroc, tu descends en même temps, sur un coup de tête et tout le reste, tu risques de vite regretter cela. Donc, prends du temps, réfléchis et essaie de voir si c'est le moment de rentrer. Si c'est le moment, alors rentre. Si ce n'est pas le cas, alors réfléchis. Si tu as besoin d'autres challenges, de pouvoir avoir d'autres qualités, d'autres expériences avant de rentrer, alors là, fais-le. Donc, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi et en ce moment, j'ai hésité, sincèrement, j'ai hésité entre le fait d'aller et de rester au Maroc ou le fait d'aller au Canada. Parce que une année avant cela, j'avais commencé par réfléchir à aller au Canada. Parce qu'il n'y Yeah. avait plus vraiment de poissons, les mêmes choses que tu répétais chaque jour dont je voulais. Vraiment, une atmosphère nouveau, un nouveau challenge, quelque chose qui va me permettre de devenir meilleur que ce que je suis, de pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, Yeah. ça a repris, j'ai remis ça sur la table et voilà quoi. Après, je me suis lancé et ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes le fait d'avoir basculé ton idée? Parce que d'une part, c'est des projets que tu as mis en stand-by aussi au pays, ou bien le fait que tu ailles au Canada aujourd'hui, tu te sens, tu as trouvé ces challenges-là dont tu recherchais en fait. Parce que moi, je te connais ici, tu étais quand même à Capgemini, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est l'une des plus grandes entreprises basées ici en termes de ce qui concerne la tech quand même. En fait, je ne regrette pas. Mhm. Je ne regrette pas d'avoir quitté le Maroc. Je ne regrette pas d'avoir quitté Capgemini. C'est vrai que j'ai eu de très bons amis là-bas à Capgemini, je vais le dire. L'atmosphère à Capgemini, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Et je peux l'assurer, je n'ai jamais eu une atmosphère aussi conviviale, aussi bien quand je travaille dans les autres entreprises au Maroc. Et là, il faut que je le souligne. Et j'ai eu vraiment de bons amis, de bons managers avec qui on discutait et tout. Et il y avait une discussion fluide et tu sentais que tu faisais quelque chose. Mais la réalité, c'est que oui, ici au Canada, il y a beaucoup plus de challenges. Et en commençant par le fait que, du genre,
Je ne suis pas ingénieur ici au Canada. C'est Aujourd'hui, au quoi? Canada, je ne suis pas ingénieur, je suis un technicien supérieur. Je suis un senior. Je suis un senior, quelqu'un qui a de l'expérience dans mon domaine, quelqu'un qui actuellement je suis au poste de superviseur dans mon boulot, mais je ne peux pas me revendiquer ingénieur ici au Canada. Pourquoi est-ce que Parce tu ne peux que, pas revendiquer être ingénieur? je suis ingénieur d'État comment dire, au Maroc. Ce n'est pas, le système canadien est un peu différent. Pour pouvoir être ingénieur, il faut, bon, quand tu prends un diplôme d'un pays pour venir ici, il va falloir faire l'équivalence. Et l'équivalence, ça prend du temps. Parce que c'est carrément, ils ont l'ordre des ingénieurs ici. Donc, il faut rentrer dans l'ordre des ingénieurs. Pour rentrer dans l'ordre des ingénieurs, ça dit, il faut forcément passer par, pour ceux qui ont des diplômes ailleurs, passer par des mécanismes pour pouvoir avoir cette appellation ingénieur-là. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas ingénieur ici au Canada. Je travaille comme étant un senior, un senior, un technicien senior. Mais voilà, j'ai cette possibilité-là de pouvoir faire reconnaître mon diplôme ici et avoir ce type d'ingénieur. Et ça, c'est un challenge. Et Ça, et ça, hum, oui. comment est-ce que tu fais pour faire passer ton titre à ingénieur? Parce que en quittant ici, quand même si ton salaire il est le même, supposons que tu as travaillé plusieurs années au Canada Hum. et tu as travaillé quand même ingénieur quelque part. Quelque part, quand tu vas aller postuler demain dans une entreprise française, ils vont te demander peut-être ici tu étais ingénieur et ici tu étais technicien. Comment est-ce que tu vois cela? Si je veux postuler aujourd'hui dans une entreprise française, j'utiliserai mon diplôme d'ingénieur du Maroc parce que la France reconnaît le diplôme d'ingénieur marocain. D'accord? Mais la OK? réalité, c'est que ici, c'est quelque chose de plus, je vais dire. Ils ont plusieurs niveaux d'ingénierie ici. Il y a l'ingénierie débutant, il y a Mhm. le professionnel ingénieur. Je pense qu'il y a trois niveaux. Quand je fais les recherches, il y a trois niveaux d'ingénierie en fonction de tes expériences professionnelles. Aujourd'hui, avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine, je peux, je peux demander, et je suis même en processus pour pouvoir avoir le titre de P Engineering, c'est-à-dire le truc, la P Engineer, le Professional Engineer. Donc, je suis Mhm. en processus pour pouvoir avoir ça. Et pour pouvoir avoir ça, je t'ai dit, ça dit que ce sont des cas concrets. C'est-à-dire, on te pose un certain nombre de questions et par rapport à ton expérience que tu valides. D'accord? Tu dis, bon, voilà, on te dit, par exemple, par rapport au respect des normes, par exemple. Donc, dites-nous un cas dans lequel tu étais confronté à un respect des normes. Donc, Ouais. tu décris le cas pratique où tu étais confronté à un respect des normes et quel était le problème, quelles sont les solutions que tu as apportées et quels sont les résultats. Et une histoire ne s'arrête pas là. Il y a des gens derrière qui vont valider. Toi-même, tu vas donner, comment dirais-je, tu vas définir des évaluateurs, des gens avec qui tu as déjà travaillé, des managers qui vont, qui seront comme évaluateurs sur ce que tu vas dire, sur tes réponses que tu vas donner. Donc, ils viendront évaluer dans leur système ce que tu dis, ils donneront un point et à la fin, bien sûr, et j'ai déjà envoyé tous mes documents. euh, j'ai fait envoyer mes documents de l'Université agronomique et Sadi de Tanger vers l'organisme en question qui est en train d'étudier ça actuellement. Donc, la prochaine étape serait d'écrire tout ça là. Je te dis, c'est plus d'une vingtaine de questions. Et ce n'est pas une question où tu réponds oui ou non. Ce sont des cas pratiques. Et il y a 4 personnes derrière que tu dois désigner qui vont venir corriger. Et c'est à la fin de cela qu'on va dire, bon voilà, tu as le titre de P Engineer. OK. Donc, Et pour moi, c'est vas-y. intéressant parce que ça me permet d'apprendre de nouvelles choses, ça me permet d'apprendre le système d'ici, ça me permet d'avoir un autre niveau ici d'ingénierie qu'on n'a pas chez nous. Bien. En fait, ce que tu évoques ici, moi, j'aimerais te demander aujourd'hui ce processus-là, combien de temps est-ce que ça prend? Et si aujourd'hui, quelqu'un, il veut faire comme toi, aller au Canada, continuer à travailler là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire en fait concrètement en termes de démarche? En fait, il y a différents, les demandes diffèrent des provinces en province. Tu sais, le Canada, c'est plusieurs provinces et chaque province a sa politique. Donc, du coup, par exemple, en Alberta, on parle de la PEGA et
j'ai connu des gens qui ont fait ça en Alberta, qui ont carrément, ça leur a pris 2 ou 3 ans hein, pour le faire, pour faire la procédure, parce qu'il y a également des coûts. En fait, la procédure n'est pas linéaire. Ça dépend de tes backgrounds, ça dépend également de ton niveau. Donc, du coup, en fonction de ton niveau, de tes années d'expérience et de la rapidité avec laquelle tu peux soumettre les dossiers, ça peut prendre les temps de traitement différents. Donc, le premier niveau, c'est le niveau provincial. Donc, chaque province a des processus différents. Mais le deuxième niveau, c'est par rapport à toi-même, tes propres backgrounds et à la capacité que tu as de pouvoir fournir les documents nécessaires et de pouvoir répondre et faire des formations qui te demandent. Donc, une fois que tu fais tout cela, ça prend du temps, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 1 année et demie, ça peut prendre 2 ans. Et à la fin, ils pourront évaluer ton niveau et te décerner le titre ou carrément, ils vont demander à ce que tu fasses des mises à jour, peut-être sur certains cours, sur certaines formations, pour que tu puisses mériter ce titre. Par exemple, si on prend ton cas, par exemple, toi, selon la procédure anglophone que tu as suivie, c'est quoi exactement les étapes, les différents documents et ce qu'ils ont demandé? Si tu peux nous expliquer, c'est quoi exactement pour ta province principalement? Pour la province principalement, j'avais commencé d'abord par créer mon profil sur leur site. Et dès quand j'ai fini de créer le profil, ils m'ont demandé, j'ai 4 choses que je devais fournir. Je vais dire 4 grandes catégories des choses que je devais fournir. Et ces catégories donc, sont des sous-catégories. La première chose que je devais fournir, ce sont mes papiers. C'est-à-dire ce qui prouve que j'ai étudié jusqu'à avoir le niveau master, c'est-à-dire le niveau ingénieur. Et là, pour OK. pouvoir prouver ça, il y avait 2 méthodes. La première méthode, c'est de pouvoir demander l'équivalence cours par cours au niveau de WES. WES, c'est un organisme qui permet de faire l'équivalent des diplômes. Généralement, c'est ici au Canada et puis aux États-Unis. Donc, j'avais déjà fait l'équivalent parce que quand j'étais en Alberta, avant de bouger, actuellement, je suis à BC, British Columbia. Donc, en Alberta, j'avais déjà commencé la procédure. Et vu que les choses sont différentes, ce n'est pas transférable. C'est-à-dire que, à OK. moins que, par exemple, si je finis la procédure ici et que je retourne en Alberta, ce serait beaucoup plus facile. Je peux redemander le titre d'ingénieur en Alberta, mais en utilisant le type d'ingénieur que j'ai déjà ici. Mais là-bas, j'avais commencé et je n'avais pas terminé. Donc, j'avais l'équivalent cours de West et qu'il me fallait. Donc, ce qu'ils font, c'est que quoi? C'est que tu vas sur le site de West, quand tu as l'équivalent, tu demandes à West d'envoyer directement tes équivalents à l'entreprise et à l'organisation en question. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de demander à ton université, là où tu as étudié. Par exemple, à Abdoumalik Saidi, c'est là-bas que j'avais demandé à ce qu'il m'envoie directement mes documents à l'organisme. Parce que c'est pour éviter les fraudes. Donc, il privilégie que le document ne passe pas par toi. Si le document passe par toi, peut-être que tu peux modifier des choses et tout. Mais si ça passe directement d'un organisme à un autre organisme, ça fait foi. Moi, j'avais normalement la possibilité d'envoyer coup par coup l'équivalent que j'ai fait par West, mais j'ai préféré faire les deux pour doubler mes chances. Donc, j'ai un de mes bons petits, Ilias, que je salue au passage, euh, qui m'aide beaucoup là-bas. Donc, il est parti, il a fait les procédures pour moi au niveau de l'université. Et l'université Abdoulaye Kessadi a envoyé mes documents ici. C'est-à-dire mes relevés de OK. notes et mes diplômes. Ils ont envoyé ça directement là. Et comme j'avais également l'équivalent, j'ai demandé à West également d'envoyer mes documents. Donc, West également envoie mes documents. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie concerne ton identité. Il faut ton identité. Donc, il faut carrément faire une copie de ta carte de séjour, la carte de séjour que j'ai ici, plus deux papiers d'identité avec photo. Donc, mon permis de conduire et avec mon passeport, j'ai pris les deux, j'ai fait certifier ça par un avocat que j'ai envoyé. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est là, il te pose des questions. Tu mets ton background. En ce qui concerne l'école que tu as fait, tu mets tout. C'est-à-dire, il y a eu tel diplôme à telle université à telle date. J'ai travaillé à tel niveau à telle date. Donc, tu mets tout ça là. Et après, on te demande les évaluateurs.
Donc, tu définis les évaluateurs. Avec qui tu as travaillé? Les gens avec qui tu as travaillé et qui peuvent évaluer ton travail, qui peuvent dire que non, que le gars là travaille avec nous, il est compétent, il est ingénieur. Tu vois? OK. Donc, tu définis ces 4 minimums, ils demandent. Et maintenant, et à la fin, il y a toutes ces questions-là dont je te parlais tantôt par rapport à la communication, par rapport à la connaissance des normes, par rapport à la connaissance de la réglementation, par rapport à la connaissance de ton domaine. Donc, il y a toutes ces questions-là auxquelles tu devais répondre. Et dès que tu finis de répondre à ces questions-là, pour ma part, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais pour ma part, ils ont 2 formations qu'ils m'ont dit de faire. Donc, tout ça, c'est en ligne. Tu ne discutes avec personne. Donc, il y a 2 formations que je dois suivre. Je n'ai pas encore commencé par suivre les formations. Et mes documents sont actuellement en cours de traitement. Et puis, bon, on essaie de voir ce que ça va donner. OK. Donc, c'est tout ce qui concerne en fait les étapes pour pouvoir valider le dossier. Donc, Il une y a- fois qu'ils reçoivent le dossier, toi, Mhm. est-ce que tu dois attendre à ce qu'ils finalisent de traiter le dossier ou bien tu peux te déplacer en attendant qu'ils finalisent le dossier? Non, en fait, le truc, c'est que tu ne peux pas, si tu n'es pas ici, tu ne peux pas faire ça. OK. La procédure, il faut forcément que tu sois là avant de faire la procédure. OK. Étant, par exemple, à l'extérieur et n'ayant pas cette qualité-là de résident, tu ne peux pas demander l'équivalent. OK. Donc, qui est considéré comme résident, par exemple, même si tu n'as pas en fait aujourd'hui un contrat de travail qui est destiné pour le Canada, on peut te considérer comme résident ou bien le titre de résidence, il s'octroie comment en fait? Non, le type de résident, c'est quand on dit résident, par exemple, tu es un résident au Maroc, tu as la carte de séjour au Maroc et Ouais. tu es habilité à vivre au Maroc. Par exemple, quelqu'un qui vient, je ne sais pas moi, pour le tourisme, il est touriste, il n'est pas résident, tu vois. Mais quelqu'un qui vient, par exemple, moi, je suis venu en étant un résident permanent, je suis venu avec le statut de résident permanent, donc je suis résident. Donc, un Canadien, par exemple, qui a la nationalité est canadien, il est résident, il peut également le faire. Quelqu'un qui travaille ici, qui a le permis de travail, peut également, et c'est un résident, il travaille ici, il paie ses impôts ici, donc il peut également faire cette procédure-là. Donc, c'est un peu ça ce qu'on appelle résident, en fait. Quelqu'un qui a les OK. papiers, qui peut tout. Mais tu n'es pas forcé de travailler. J'ai connu quelqu'un, bon, quelqu'un dont on m'a parlé, il est venu et lui ne voulait pas travailler comme moi je l'ai fait. Commencer avec un statut de tech senior et après tout faire sa procédure. Donc, lui, il est resté à la maison durant 2 ans. Il ne travaillait pas, il ne faisait rien. Et il s'est concentré sur la procédure. Quand il a fini la procédure, là, il a eu son niveau, son équivalent d'ingénieur. C'est en ce moment maintenant qu'il a commencé à chercher du travail avec ça. OK. Donc, déjà, beaucoup de gens pensent que directement quand ils partent, donc aujourd'hui, si tu pars au Canada, c'est pas directement que tu seras embauché par rapport au titre que tu as. Donc, il y a un travail qui est là derrière à réaliser en réalité. Je vais te dire qu'il y a plusieurs domaines qui sont réglementés ici au Canada. OK? À l'instar C'est-à-dire, de l'ingénierie dont je suis en train de te parler, il y a l'ordre des ingénieurs. Tu ne peux pas dire que je suis ingénieur, parce qu'un ingénieur, c'est des responsabilités. Et quand tu dis que tu es ingénieur, tu es capable de signer des documents. Des plans, par exemple, un ingénieur architecte, par exemple, est capable de signer les plans. Un ingénieur génie civil doit signer les plans pour dire que ces plans-là respectent les normes et on peut les exécuter. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui est un expert comptable. Si tu es un expert comptable chez toi, tu n'es pas expert comptable ici. Tu ne peux pas yeah. venir avec ton casquette de bon, je suis expert comptable et puis tu vas commencer. Non, 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 c'est un métier qui est réglementé. Donc, il faut passer à travers le système pour qu'on soit sûr que tu es vraiment apte à pouvoir Expert signer, comptable. voilà, à pouvoir signer ce truc-là. Donc, la plupart du temps, presque tout le monde, et la réalité, c'est que quand tu viens ici, même étant médecin, tu ne peux pas venir ici commencer par exercer étant médecin direct. C'est vrai qu'ils ont certaines conventions avec certains pays, mais pas en Afrique quand même. Yeah, c'est en fait normal. Pour moi, c'est de l'exigence pour Bien sûr, bien sûr. avoir Pour de la la qualité. qualité. Merci. Oui. Merci. Parce que ça change de contexte. Un médecin qui est médecin au Maroc ou bien euh, au Togo n'est pas forcément un médecin qui pourra traiter quelqu'un au Canada. Parfait. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Je donne l'exemple de mon domaine électrique. Et c'est vrai, on connaît les normes électriques, les AFNOR, les normes francophones de l'électricité, les NFC
1500, 1500 et tout le reste. Moi, ces nombres-là, je les ai vus. Quand je travaillais au Maroc, je les ai vus, ces nombres-là. D'accord? Mais, en fait, la réalité, c'est que nous, on travaille avec, par exemple, 220 là-bas, au pays Ouais. là-bas, et ici, c'est 110. Ok. Ici, c'est 110. Non, le nord-américain, c'est 110 volts. Ce n'est pas 220 volts comme dans nos pays. Ok, c'est Donc, lié à quoi? C'est lié à la température ou bien au climat? non, je pense que ça, c'est juste normatif. C'est eux-mêmes qui ont fait des choses comme ça. C'est vrai que là, il y a la consommation qui est assez importante ici. Donc, ils essaient de réduire les choses et tout. Même les fiches, ça dit, je vais te dire, tout est vraiment différent. C'est vrai qu'il n'y a pas une différence. La production de l'énergie électrique, c'est pareil, c'est universel. Le transport de l'énergie électrique, c'est universel. Tout ça, là, c'est universel. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres contraintes à prendre en compte ici. Par exemple, le froid que nous n'avons pas, par exemple, dans nos pays. Il y a, comment dire, la neige, il y a certaines vraiment contraintes techniques, environnementales que tu ne connais pas forcément. Donc, ce qui fait qu'une mise à jour est assez importante. Yeah, c'est toute une étude, moi, je dirais, parce qu'avant de partir au Canada, franchement, il faut étudier les choses à fond. Parce que avant de savoir dans quoi est-ce qu'on se lance et tout. Moi, en fait, ce que tu es en train de dire me pousse à te poser une question principalement. Souvent, on voit des gens qui se font arnaquer et par la suite, ils perdent tout ce qu'ils ont même gagné ici, même étant en Afrique. En rêvant de partir au Canada, finalement, il y a des gens qui les arnaquent, que ce soit là-bas au Canada. Souvent, la plupart des temps, c'est des Africains qui sont au Canada. Ouais, quelles sont les erreurs que tu as constatées que les gens commettent dans leur procédure d'aller au Canada? La dernière fois, on avait eu un webinaire. En tout cas, tous les webinaires que nous avons au niveau de l'Agora des auteurs, cette structure-là qui permet ici de valoriser l'écriture africaine, la littérature africaine et tout. Yeah. On parle beaucoup de tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est la lecture. C'est-à-dire les gens, les Africains qui ne veulent pas lire, on disait que si tu veux cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre par écrit. Yeah. Tu sais, moi, il y a une chose particulière, une chose particulièrement que j'aime, d'accord, avec le Canada. Je ne le dis pas pour caresser, non, c'est une Pour réalité. faire, C'est ce que non, non, c'est pas pour faire la pub. pour nous faire venir au Non, Canada. non, 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 c'est pas pour faire la pub, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que tout est écrit. OK? Quand tu vas sur le site canada.ca, tout est écrit. Ils font la mise à jour à tout moment de ce site-là. Quand tu veux aujourd'hui faire ta procédure pour avoir le visa touristique, tout est détaillé. OK? Si tu veux faire la procédure pour être pour l'entrée express, pour devenir résident permanent, tout est détaillé. Les moindres, les points, les virgules, mon frère. Les points, les virgules sont détaillés. On te dit comment tu dois prendre la photo, ta photo, quelle taille ça doit avoir, ça dit pour demander le visa. On te dit les équivalents, les documents qu'il te faut, ça dit tout est là. Et chaque document te dit les informations importantes qu'il faut qu'il y ait sur ce document-là. Mais est-ce que les gens connaissent ces sites-là, les gens qui Les sont... les gens ne cherchent pas, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Les gens ne cherchent pas. Les gens pensent que, ça dit, de nos jours, moi, j'ai demandé le visa plusieurs fois pour la France. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me montrer comment demander un visa pour la France. Je vais sur le site de la France, sur le site du consulat français, je tape toutes les informations, étape, demande de visa, je vois tout ce qu'il y a à mettre en place. Je commence par rassembler mon document. Dès que j'ai tous mes documents, je m'en vais de dépose. Oui, Mais les gens vont te dire que pour demander le visa, il faut passer par telle personne qui connaît, qui a déjà demandé le visa, qui sait comment faire. Mais quand tu vas sur presque tous les sites, en tout cas européens, pour demander un visa, ils te donnent les informations qu'il te faut. Pareil pour les États-Unis d'Amérique, par exemple. Ils te donnent toutes les informations qu'il te faut. Maintenant, il y a des gens qui sont à l'intermédiaire qui te disent non, il faut passer par ci, il y a cette technique. Et je ne dis pas que c'est faux. Parce qu'il yeah. y a des choses sûrement que les gens ont expérimentées qui marchent. C'est-à-dire que ça, c'est de l'expérience aussi. Je ne veux pas dire que c'est faux, que c'est faux sur toute la ligne. Mais, tu sais, quand tu lis un tout petit peu, quand quelqu'un vient te raconter des bobas, tu le sais.
Ouais, Aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées chaque jour par le Parlement de truc là, du Canada, du gouvernement fédéral canadien. Mais combien sont ceux qui sont dans le processus pour pouvoir aller au Canada, se mettre à jour? Quand on t'envoie un document, par exemple, pour te dire que, bon, voici. Je donne l'exemple. Une fois, il y a une dame qui m'avait contacté, pensant qu'elle s'enseignait que je suis ici, me dit que c'est comme ça, elle est en train de faire une procédure pour aller au Canada et que là, on lui a envoyé le contrat de travail pour venir nettoyer. Bon, son travail, c'est que son contrat, c'est un contrat pour venir nettoyer, comment dirais-je, les centres commerciaux ici. Le contrat qu'on on lui a envoyé, oui. ça dit que il se trouvait que il y a un de mes gars qui travaille là-bas. C'est une entreprise électrique. Rien à voir avec un centre commercial. Rien à voir avec un centre commercial. Et cette entreprise, c'est une entreprise électrique qui est dans toutes les provinces. Ce ne sont pas des gens qui vont signer des contrats avec ceux qui vont venir nettoyer les choses. Ce sont des gens généralement qui sous-traitent à des grosses entreprises de nettoyage. Mais ils ne peuvent pas avoir un contrat individuel. Ils ont tellement de personnel. Ils ne peuvent pas avoir un Ouais. contrat individuel. Tu vois, et heureusement, j'ai envoyé le contrat à un de mes, à mon gars qui est là-bas, qui travaille. Il me dit ça n'a rien à voir avec le contrat qu'il a signé. Le contrat qu'il a signé, la tête, tout ça, là, ça n'a rien à voir. Et la personne qui a signé le contrat, le DG qui a signé le contrat, il n'est pas DG. Wow. C'est-à-dire, une simple recherche sur LinkedIn m'a permis de voir que le gars ne travaille même pas là-bas. Le nom, en tout cas, qui est sur ça, le nom là ne travaille pas là-bas. Le gars me dit non, c'est pas leur DG. C'est ça que j'allais te dire en fait. C'est pas tout le monde qui a cette capacité de recherche et cette capacité de pouvoir, même manipulation, suivre les processus sur un site. C'est facile, Euh, c'est facile, c'est facile pour les oui. gens. Oui, non, moi je ne dis pas que c'est facile pour les gens. Je mets la barre très haute. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire une chose. C'est que, genre, il faut être très, comment dire, très sévère envers ta propre personne. Ah, Ceux qui m'entourent, à un moment donné, ils savent ça. Que non, des fois, je suis trop dur. Il faut être trop dur envers ta propre personne. Je donne un exemple. Ceux qui font la procédure pour le Canada, ils ont la capacité d'être sur TikTok. Ce sont des gens qui sont sur TikTok à longueur de journée. yeah, Et qui font quoi sur TikTok? Qui regardent des vidéos, qui commandent des vidéos, qui sont dans les lives, qui insultent les gens. Ce sont des gens qui sont sur Facebook. Ce sont des gens qui vont aller. Mouni, tu ne peux pas mettre ton argent dans quelque chose et penser à la légère. C'est ton argent à toi. La moindre des choses, c'est que quoi? Si toi, tu ne veux pas faire la recherche, tu connais quelqu'un qui, ça dit deux, trois personnes à qui tu vas envoyer l'information et tu vas comparer. Comme je viens de te yeah. dire, j'ai envoyé, moi j'ai fait les recherches à mon niveau, j'ai vu le DG, il n'est pas DG et tout, mais j'ai quand même envoyé ça à quelqu'un qui est dans la boîte qui m'a dit non. Ça dit que ça, c'est du fake. Donc, pour moi, c'est une fuite en avant en disant que non, qu'on n'a pas la capacité de pouvoir faire des recherches et tout. Le minimum. Tu es en train de vouloir voyager, tu es en train de vouloir sacrifier tout pour quitter d'un point A vers un point B. Si tu ne sais pas à quoi tu vas t'attendre là-bas, c'est pour cela que je reviens à la première question que tu m'avais posée par rapport à quand on quitte, est-ce qu'on réussit. Ça dépend de ce que tu veux. Tu ne veux pas Ouais, quitter un endroit, un point A pour un point B, et tu te jettes dans le vide pour dire ce qui va arriver, que ça n'arrive. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te prépares psychologiquement et il faut te préparer financièrement aussi. Mais bien avant ça, la bonne préparation, c'est que tu suives ton dossier. Tu t'imagines qu'il y a des gens qui viennent ici à l'aéroport, on les renvoie? Oui, parce que tu viens à l'aéroport, la structure est bien. C'est-à-dire que ce sont des gars qui sont carrés ici. ouais. Tu as fait une procédure pour venir au Canada, on t'a donné le visa, n'est-ce pas? Arrivé à l'aéroport, le service d'immigration te pose des questions par rapport à ton dossier que toi-même tu as produit. Le dossier que toi-même tu as produit pour demander le visa, on te demande, par exemple, combien d'argent tu avais sur ton compte. Tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas combien tu avais sur ton compte quand tu déclarais. Oh non. C'est-à-dire que des questions stratégiques qu'on te pose qui concernent ton dossier que tu devrais connaître, que tu ne connais pas.
que Yes, tu as sous-traité avec quelqu'un, elle a tout fait, tu connais rien dans tu le connais dossier. rien du dossier. Exactement. Donc, pour moi, c'est être fou. C'est être fou. Donc, tu ne veux pas quitter dans cette condition-là pour dire non, je vais venir réussir. À partir du moment où le dossier même que tu as pris pour demander le visa, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne dis pas que tu vas connaître 100% de tout ce que tu as dans ton dossier. D'accord? Sûrement que tu as mis des choses et que les gens t'ont conseillé et tout, mais 90% de ce qui est dans le dossier, tu devais savoir. Au moins, les informations clés, tu devais les savoir. Mais les gens ne savent pas. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire des recherches. Il n'a pas la Yeah. capacité de faire des recherches, mais il veut quand même quitter le pays. Il n'a pas la capacité de faire des recherches, mais il a pu quand même trouver quelqu'un qui va faire la procédure pour lui. Donc, si tu as pu trouver quelqu'un qui va faire la procédure pour toi, la moindre des choses, c'est que quoi? C'est que tu puisses suivre cette procédure-là. Et c'est ce que comment je mets en exergue à tout moment, c'est ce que je déplore dans ce genre de situation. Des gens qui donnent les dossiers, qui ne suivent pas les dossiers, je te dis Canada.ca, il y a tout dessus. Tout. Il y a tout dessus, à moins que tu ne veux pas lire. Mais Yeah. malheureusement, l'autre chose aussi, c'est qu'en Afrique, voyager, c'est devenu carrément comme un projet que personne ne doit entendre. Si tu es dans ton projet de voyage, tu ne veux pas que les gens sachent, ils font tout pour cacher les choses et tout, ce qui fait que tu es dans ton monde, tu n'as pas la capacité de faire des recherches pour suivre ton dossier, et de deux, tu ne veux pas dire aux gens, poser des questions aux gens pour que tu puisses savoir, ceux qui ont déjà quitté, pour savoir ce que tu fais, c'est bien ou pas. Et au final, on se retrouve avec des gens qui ont pris notre argent, on peut nous amener nulle part. Tu peux les amener nulle part, ils ont bouffé là, c'est fini. Tu recommences à zéro. Il Malheureusement, tu ne faut, recommences pas à zéro dans le pays où tu vas, mais tu recommences à zéro dans ton propre pays. yeah, il faut qu'on voit des témoignages pour pouvoir compatir. Le problème, le problème, c'est que les, on n'est pas, je dirais que on ne s'aime pas. Je vais Yeah. dire ça comme ça, on ne s'aime pas, moi. On ne s'aime pas. Les Moi, Africains, tu veux dire? oui, les Africains, on ne s'aime pas. Je vais te dire, dans mon entourage à moi, je suis venu ici avec ma procédure légale, tout, pour venir ici. Dans mon entourage à moi, quand je dis aux gens, vous savez quoi, pour venir en Europe, moi, je ne dis pas aux gens de ne pas venir, attention. Moi, je ne dis à personne de rester chez lui. Si la personne a un plan, il pense qu'il va bouger et que ça va l'aider, il n'a qu'à bouger. Je ne vais pas te dire de rester chez toi. D'accord? Je ne suis pas de ceux qui disent non, il ne faut pas venir. Mais tu viens faire quoi? Et de deux, c'est quoi ton projet? Et quand tu le es Yeah. de trois, il faut passer par des procédures, des trucs légaux, des trucs légaux pour venir ici. Des chemins légaux pour venir ici. Comme ça, tu évites tout type de problème. Mais quand tu commences par leur dire les réalités des choses ici, tu leur dis, vous savez quoi, faites pas ci, faites pas ça. Parce que quand vous allez passer par ce chemin pour arriver ici, vous allez rester, vous aurez la corde au cou. Ceux qui viennent, par exemple, comme visiteurs, qui viennent venir rester, difficile de trouver du boulot. Je donne un exemple simple, pratique. Je ne t'entends pas. J'ai du mal à ton micro est... Mais il y a des gens qui pensent que c'est facile de trouver du boulot au Canada. C'est pas facile de trouver du boulot au Canada. C'est pas facile de trouver. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux même le disent, je dis, ça devient de plus en plus compliqué de trouver du boulot au Canada. Yeah. Dis-nous, dis-nous. En fait, regarde, moi, je vais te dire mon cas. Yeah. Et je ne le dis pas pour faire du show, mais pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Au Canada et au Maroc, tu me connais, tu le sais. Moi, je suis Yeah. arrivé au Canada en tant qu'ingénieur, n'est-ce pas? Ingénieur de l'autre côté, je suis venu ici. J'ai le potentiel, j'ai de l'expérience professionnelle et tout. Tu veux savoir mon premier boulot? Non. Tu veux que je te dise mon premier boulot? Dis-moi, Aide-maçon. aide-moi. Yeah. Rien à voir avec ce que tu as étudié ici. Je suis parti, frère, je cassais j'enlevais. En fait, tu vois, quand on fait la fondation, on coffre le coffrage et on fait la fondation. Et là, j'ai travaillé avec un Jamaïcain qui ne nous payait pas bien au passage, où tu vas venir enlever, décoffrer. Une fois que le ciment est dur, tu décoffres. Ouais. C'était mon premier boulot. Et je casse avec le marteau au point où quand je vais à la maison, je ne ris pas plier ma main.
Wow. C'était mon premier boulot. Mon Au deuxième Canada. boulot, oui, au Canada. Mon deuxième boulot, qu'est-ce que je faisais? Uber. L'économie que j'avais au Maroc, j'ai pris ça et j'ai commencé par faire Uber. OK. J'ai commencé par faire Uber et je te dis, je roulais des fois 12 heures. Le minimum, le maximum, c'est 12 heures par jour. Je roulais 12 heures par jour pour faire la livraison de nourriture. Mon troisième boulot, j'ai Tu as fait... commencé, j'ai commencé, en fait, ce sont des choses que je ne te dis pas, tu ne sauras pas. Bien sûr, moi, je viens de l'apprendre comme tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, du coup, en fait, ce sont les trois boulots que j'ai faits. Et je vais te dire une chose, le réseautage. Il y a un grand frère que je salue au passage, un grand frère vraiment que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu, un Ivoirien. C'est lui qui travaille, on a travaillé dans le même domaine au Maroc. Avant même que moi je ne vienne ici, il avait déjà proposé mon dossier à l'entreprise où il travaillait. Plusieurs Yeah. fois, il a proposé mon dossier en maximum. Je pense qu'il avait proposé mon dossier 3 fois de suite, avant même que je ne vienne, quand il y avait le dossier et tout, avant même que je ne vienne. Mais ils ne m'ont pas contacté. Mais il ne s'est pas lassé. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. C'est lui qui a déjà loué, il avait loué une chambre pour moi avant que je n'arrive. Donc, quand je suis venu, je te dis, tu as vu, bon, je n'ai pas venu chez moi quand j'étais au Maroc, malheureusement. Ceux qui étaient venus chez moi, ils ont vu dans quoi je vivais au Maroc. Mais ici, c'était une chambre dans laquelle tu étais. Et le prix Yeah. que je payais pour la chambre, ça dépasse ce que je payais pour mon grand appartement que j'avais au Maroc. Yeah, Et normal. l'économie que j'avais au Maroc, en espace de 3, 4, 5 mois, ça commençait par prendre un coup. C'est vrai qu'il y avait des business qui marchaient de gauche à droite, mais quand tu convertis $1 en dirhams, c'est 8 dirhams. Quand tu envoies ça ici, c'est que ça en chute libre. Donc, du coup, à un moment donné, il fallait trouver quelque chose à faire en urgence. Sinon, tu n'auras plus rien à mettre sous les dents. Donc, je t'ai dit, j'étais même capable d'aller, j'ai fait plusieurs entretiens, même pour être customer service, pour répondre aux appels et tout. J'ai beaucoup d'interviews dans ce sens-là qui n'ont rien à voir avec mon domaine. Et j'ai marché pour aller déposer des dossiers en personne dans les entreprises, tu vois. Et c'est à la fin, le vieux père en question a encore proposé mon dossier une dernière fois. Bon, je ne vais pas dire une dernière fois, mais une fois encore. Et on m'a appelé. On m'a dit, est-ce que est-ce que je suis prêt et tout. Et puis, il n'y a pas de souci. Je prends l'avion de l'Alberta vers BC. Je viens faire l'entretien et le gars, il était vraiment très content par rapport à mon entretien et tout. Et directement, il m'a fait une proposition. Et directement, et c'est comme ça que je suis rentré dans mon domaine. Donc, c'est ça en réalité. Je connais des gens aujourd'hui qui sont là depuis une année et demie qui n'ont pas encore un boulot. Parce que quelque part aussi, les gens ne se sont pas bien renseignés. Ils pensent que quand ils vont venir, ils vont directement trouver le boulot dans leur domaine. Et il y en a qui ne veulent pas. Ils sont un peu sur leur piédestal. Ils ne veulent pas descendre pour commencer à zéro, comme je l'ai dit, car ils veulent avoir quelque chose qui est... Moi, j'ai proposé le truc là de casser les choses à quelqu'un. Il a dit non, il ne peut pas faire ça. Être maçon, il dit, il ne peut pas le faire. Donc, ce sont les réalités qui sont là. Il faut être préparé mentalement avant de venir. Yeah. Mais en tout cas, je pense que c'est des choses que les gens qui sont souvent à l'extérieur, ils ne disent pas. Mais vraiment, merci pour la franchise d'avoir dit ce qui devrait être dit pour des gens qui ont des projets pour partir. Parce que l'objectif aussi, c'est vraiment de montrer aux gens la réalité aussi que les gens ne montrent pas sur les réseaux sociaux. Souvent, les gens qui sont à l'extérieur, ils viennent, ils montrent que ce qui est bien, ils ne montrent jamais euh, l'arrière, en fait, parce que ce n'est qu'une partie de l'iceberg que les gens montrent, en fait. C'est pour cela que je disais tantôt qu'on est mauvais étant qu'Africain et on ne s'aime pas. Parce que quand tu vas dire, c'est dans les deux sens, hein, quand tu vas dire les choses telles qu'elles sont à quelqu'un, la personne va te dire que tu ne veux pas qu'elle vienne ici. Maintenant, quand ça dit, pour ceux qui sont ici, ils cachent les réalités d'ici, ils veulent montrer que tout est rose ici. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ici, mais dans toute société, dans toute population, il y a des hauts et des bas, il y a des problèmes, il y a des défis. Et quand tu quittes l'environnement dans lequel tu es pour venir dans un autre environnement que tu ne maîtrises pas, tu as des problèmes.
même pour avoir l'information, tu as des problèmes. Si tu n'es pas facile, si tu n'arrives pas à lire, à faire des recherches, à lire toi-même, ça dit que même pour avoir des amis, tu disais ça la dernière fois, même pour avoir des amis qui vont te dire, tu peux faire ci, tu peux faire ça, difficile de trouver. Yeah. D'accord? Donc, tous ces trucs-là, les gens ne sont pas informés et ceux qui sont ici ne veulent pas non plus informer, ils veulent plutôt garder le mythe de la réussite en étant à l'Occident. Alors que la plupart du temps, tout ce qu'ils montrent, c'est totalement différent de ce qu'ils vivent. Les gens, moi, j'ai rencontré des gens ici qui vivaient à 3, 4, 5 dans une chambre. Nous, on vivait Yeah. ça quand on était encore étudiant au Maroc. Mais Yeah. quand on a commencé par travailler, on ne vivait plus ça. Mais ici, les gens travaillent, mais vivent 3, 4 dans une chambre. Parce que c'est pas possible. En fait, j'allais te poser la question par rapport à la cherté de la vie ou bien par rapport à ce que la personne gagne. Parlons franchement et cash. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur ou bien en tant que technicien comme ce que tu exerces aujourd'hui, ce que tu gagnes te permet vraiment de vivre, de pouvoir épargner et même de pouvoir investir dans ce que tu gagnes? Ou bien quelqu'un qui commence un peu bas, est-ce que ça permet aujourd'hui à quelqu'un qui est au Canada de pouvoir eh, bien manger, bien se loger et penser vraiment avoir un avenir en Afrique? La question, je vais tourner ça de ce sens, de ce côté-là. Je vais plutôt me poser la question et directement te poser, indirectement te poser la question. C'est quoi vivre mieux? Par exemple, moi qui suis ici, et pour ceux qui me connaissent quand j'étais même au Maroc, je ne suis pas de ceux qui font la fête. Je ne suis pas de ceux qui font la fête, je suis de ceux qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent. Quand tu me vois quelque part, c'est qu'on m'a appelé pour faire une conférence. Quand tu me vois quelque part, c'est qu'on parle du livre. Quand tu me vois quelque part, c'est que je m'en vais pour jouer au foot. Donc, Yes. ma vie se résume quelque part à ce genre de trucs-là. Donc, du coup, ce qui fait que ici, du genre, je quitte la maison et je vais au boulot. Si je ne suis pas au boulot, je suis à la maison, ou soit je vais jouer au foot comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, voici ma vie qui est là. Et ce que je gagne aujourd'hui me permet de pouvoir entretenir cette vie-ci. Et l'autre chose qui est là, c'est que tu as la possibilité, quand tu envoies un $200 au pays, tu multiplies ça par 400, et puis bon, ça donne quelque chose d'un peu potable au pays, dans la zone CFA, bien sûr. Du coup, ce que je vais dire plutôt que ce que ici m'a appris pour tourner un peu ta question, c'est que aujourd'hui, mon ici t'envoie 10 dirhams, je sais exactement combien de temps de travail ça me fait. Parce que je suis payé par heure et je sais combien je gagne par heure. Donc, si aujourd'hui je t'envoie 10 dirhams, je sais combien de temps je suis resté à me casser la tête et à te donner cet argent-là. Donc, c'est pour cela que les gens qui sont au Canada et autres là, ils sont chiches en quelque sorte par rapport Voilà, aux ça gens veut dire du que pays. tu sais ce que ça te donne quand tu te lèves dans le froid et que tu vas travailler 1 heure de temps, que tu envoies ça à quelqu'un, la personne te dit que c'est pas beaucoup. Tu Yeah. te lèves, tu te douches, tu prends ta voiture, tu vas au boulot et après, on te dit que ce que tu fais, c'est pas beaucoup. Alors que tu es resté dans le froid 1 heure de temps pour envoyer cet argent à quelqu'un. Ce n'est pas comme le salaire que nous prenons au pays. Bon, c'est le salaire. Mais ici, tu peux quantifier, tu Yeah. vois. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 boulots. Bon, 2, 3 boulots. Je vais dire 2, 3 boulots. Je ne vais pas exagérer. J'en connais qui ont 3 jusqu'à 3 boulots pour pouvoir survivre. Pour pouvoir, en tout cas, remplir les gaps. Parce que euh, c'est vrai que souvent, c'est compliqué de pouvoir payer les factures si ton boulot ne paye pas bien. Bon, et moi, personnellement, je dirais que ça va. Jusque-là, ça va. Et comme je le disais tantôt, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, du coup, quand il y a la possibilité de faire des heures supplémentaires, je fais à fond avec les heures supplémentaires. Je vais à fond avec les heures supplémentaires. Et ici, la plupart du temps, les heures supplémentaires, c'est 1,5 fois ce que tu gagnes par heure. Donc, du coup, pour moi, s'il y a la possibilité de faire des heures supplémentaires, je le fais. Donc, ça permet de pouvoir étendre un petit peu mon budget, de pouvoir étendre un petit peu les possibilités en termes d'investissement. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment à la limite. Et Yeah. par rapport Donc, à à la cherté de la vie, ça dépend de la province dans laquelle tu es. Actuellement, là où moi je suis, je pense l'année passée, 2024, quand même, si je ne me trompe pas, je n'ai pas checké pour l'année passée 2021, mais 2024, c'était la ville la province la plus chère, la ville la plus chère du Canada.
Vancouver. On peut tourner le loyer à environ combien, et si tu fais les charges loyer et tout, ça peut revenir à environ combien? Again, ça dépend de là où tu es. Ça dépend de l'endroit où tu es. Ça dépend de la province dans laquelle tu es. Ça dépend, par exemple, je suis à En BC. moyenne, en moyenne. En moyenne, je vais te dire, bon, il y a un chiffre, si j'ai bonne mémoire, un chiffre sur Canada.ca. En tout cas, bon, je ne me rappelle plus trop de la référence, mais j'avais lu que si tu es entre 20 et 21 dollars l'heure, là où je suis, si tu es Yeah. entre 20 et 21 dollars l'heure, en tout cas, tu peux subvenir à tes besoins. C'est-à-dire qu'entre 20 et 21, tu peux subvenir à tes besoins. OK. Donc, en fait, pour toi, pour des gens, par exemple, quand on prend deux personnes, deux profils qui sont au Canada, qu'est-ce qui crée vraiment la différence entre deux profils qui réussissent vraiment au Canada? Deux Africains qui arrivent au Canada, c'est quoi pour toi qui crée vraiment un gars qui va, par exemple, échouer en étant au Canada et quelqu'un qui va vraiment être quelqu'un qui va réussir à arriver au Canada? La question philosophique. C'est quoi la réussite, mon ami? C'est quoi la réussite? La, Parce que la, la réussite, réussite, la la réussite, réussite, c'est de l'argent. Il faut être cash, moi je voilà. vais te dire. Voilà. Donc, si on se dit que la personne qui va réussir à avoir de Sur ce l'argent, point, bien sûr, sur ce point, en étant de la diaspora, moi je prends quelqu'un qui a quitté l'Afrique. Son objectif premier en tant que tel, c'est pour la plupart des gens, c'est d'améliorer en quelque sorte leurs conditions de vie qu'ils quittent chez eux. Pour la plupart. Donc, pour ce genre de profil-là, comment est-ce que tu évalues cela pour quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui réussit au Canada? si on prend les deux, je dirais ce qui va les différencier, c'est l'ambition. C'est l'ambition et c'est comment dirais les objectifs que chacun d'eux a. Je m'explique. Je suis actuellement technicien supérieur. Je le dis sans complexe. Je peux rester comme ça, travailler comme ça en tant que technicien supérieur jusqu'à ce que je n'aille à la retraite ici, si c'est ce que je veux. Yeah. Je gagnerai mon argent et il y aura un peu il y aura un peu d'augmentation qui vont s'ajouter peut-être chaque 2 ans, chaque 3 ans. Je gagnerai ma vie peut-être dignement. Je n'aurai pas beaucoup de marge de manœuvre, mais je resterai là. Yeah. Maintenant, je peux aussi décider de pouvoir avoir le statut de PE Engineer qui va un peu ouvrir beaucoup plus mes horizons. D'accord? Donc là, étant technicien supérieur, technicien senior, je vais commencer par faire cette démarche-là. Parce que ici, personne ne te dit de faire quoi que ce soit. Si on t'embauche technicien, tu peux rester technicien jusqu'à mourir. Si toi-même, tu ne veux pas aller de l'avant. Donc, je peux décider maintenant de faire mon PE Engineer, avoir ce diplôme-là et pouvoir monter en grade, par exemple. Et après ça, maintenant, je dirais, bon, voilà, j'ai des opportunités entrepreneuriales ici. Là, je vais essayer de profiter de ça. Parce que ici, les entreprises, c'est-à-dire pour déclarer les taxes et tout, ils ont beaucoup plus de flexibilité par rapport à ceux qui travaillent et qui payent les taxes vraiment assez exorbitantes des fois. Donc, tout dépend de ce que la personne veut. Il y a des gens, ils sont juste à l'idée d'être en Europe et l'idée de pouvoir, comment dirais de pouvoir gagner en dollars leur suffit. L'idée de pouvoir faire 2 ans d'économie, rentrer au pays, faire de n'importe quoi, revenir, pour eux, ils ont réussi. Parce que au moins, ils n'ont pas, et quand ils étaient au pays, ils ne touchaient pas ces sommes-là. Mais quand ils viennent ici, ils arrivent à toucher ces sommes-là, ils arrivent à faire des économies, au moins qui valent 1 million, 2 millions, 3 millions, ils vont au pays, ils dilapident ça. Donc, même en termes de gagner de l'argent, il y a des niveaux. Je connais des gens ici qui ont fait 12 ans, 15 ans et qui enchaînaient des petits boulots sur petits boulots, qui gagnaient bien de l'argent. À un moment donné, ils sont plafonnés. Il n'y a plus rien à faire.
Et à ce moment, il se rend compte que non, mais attends, j'ai perdu mon temps. Et à ce moment, maintenant, il va falloir se te spécialiser, il va falloir investir sur toi-même. Et des fois, c'est déjà trop tard. Donc, ce qui va différencier les deux, c'est l'ambition et les objectifs que l'un a et que l'autre n'en a pas. Je pense qu'on est presque à la fin. Et moi, j'ai une question que je vais te poser, malgré tout ce que tu as. Alors, c'était que tu étais parti apparemment. Oui, en fait, il y a le petit qui a tiré le Wi-Fi, quoi, tu vois. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Enfin, je ne voulais pas partir pour perdre l'enregistrement, c'est pour cela que j'ai attendu. Ouais. Sinon, on est à la fin. Je disais que, à part tout ce que tu as dit, franchement, moi, c'est la première fois que j'ai eu une discussion assez honnête avec quelqu'un qui est vraiment au Canada. Je connais des gens, mais on n'a jamais abordé ce genre de sujet et il y a vraiment beaucoup de vérité. Je pense que, voilà, te connaissant, tu ne vas pas me raconter des histoires qui n'existent pas. C'est ce que tu as vécu. C'est ton histoire. À Yeah. toi, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. Et puis, voilà. Mais malgré cela, quelle est selon toi la vérité dont personne ne dit sur les réseaux sociaux à propos du Canada? La vérité dont personne ne dit. Moi, Ouais, je dirais tout simplement que ce n'est pas forcément à propos du Canada, hein, mais à propos de la vie d'une manière générale. yeah. Ça dit, rien n'est facile. Ça dit, il n'y a pas un endroit où, quand tu vas forcément réussir. Il n'existe pas dans ce monde-ci un endroit où, quand tu vas arriver, tu vas forcément réussir. C'est pas, il n'y en a pas. Tout dépend de qui tu es, de ta capacité à pouvoir saisir les opportunités qui t'offrent à toi, de ta résilience surtout. Et pour couronner le tout, de la manière dont tu as tes pieds à terre. Et j'insiste dessus, de la manière dont tu as tes pieds à terre. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Et ce n'est pas un souhait. Mais s'il faut reprendre à zéro, n'importe où on va me déposer, je reprendrai à zéro. S'il faut reprendre à zéro, n'importe où on va me déposer, j'ai intégré ça dans ma tête. Je ne le souhaite pas. Et je prie Dieu et je fais de mon mieux pour pouvoir continuer pas évoluer, continuer pas, en tout cas, être meilleur qu'hier. Mais si on doit me sauter pour me mettre quelque part, il faut que je sois prêt pour pouvoir recommencer à zéro. Et je sais que ce ne sera pas facile. Il n'y a aucun endroit dans le monde qui peut résister à la volonté de réussir. Quel que soit là où tu es, si tu veux vraiment réussir, tu prendras les dispositions qu'il faut et tu vas arriver, tu vas atteindre tes objectifs. Et peut-être que tu vas arriver à un niveau où il n'y aura plus un niveau plus haut que ça. Et peut-être en ce moment, tu chercheras d'autres objectifs ailleurs. En tout cas, et j'aime bien la mentalité. Pourquoi? Parce que il faut forcément en commencer quelque part. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se cantonnent en fait sur ça, ce qui fait que tu n'as pas commencé quelque part pour faire tes preuves. Aujourd'hui, tu as commencé quelque part. Les gens qui disent qu'ils ne vont pas le faire, ils sont encore au chômage Bien sûr, et ils bien sûr. vont perdre, c'est eux qui seront perdants. Tu commences quelque part, tu fais tes preuves, tu vas monter. Et moi, j'ai aucun doute que voilà, tu vas finir par avoir l'équivalence de tes titres en tant qu'ingénieur et tu vas monter en termes de niveau et tout ça, et tout même ce que tu gagnes. Donc, ma dernière question, en fait, c'est si aujourd'hui, euh, tu revenais en arrière, ça fait peut-être 2 ans, je pense, tu es là-bas maintenant, si tu devais te donner un conseil pour éviter vraiment toutes euh, les étapes, parce que peut-être en partant, c'est pas par toutes ces étapes-là que tu te voyais passer. Quel conseil tu aurais pu te donner pour pouvoir éviter tout cela? Je dirais que je devrais beaucoup plus apprendre, m'informer beaucoup plus. Mhm. C'est-à-dire m'informer sur certains détails, des détails, pour être beaucoup plus mieux préparé que je ne l'étais en venant. Parce que les difficultés, je vais dire, dans lesquelles je suis passé en étant là, je dirais la plupart sont également liées au fait de ne pas avoir la bonne information. Et pour la petite histoire,
Parce que ça continue. Pour la petite histoire, tout récemment, c'est la période de déclaration des taxes et tout. Et j'avais l'habitude, par exemple, d'envoyer à un comptable mes avoirs, ce que j'ai gagné durant l'année. Il fait la déclaration de mes taxes. Et puis c'est bon. Moi, j'attends. Et cette année, il y a eu une erreur que la personne a fait dans la déclaration. La période n'est pas encore passée. Hein. Je parle de cette année, ça ne fait même pas 2 semaines. Je parle de cette histoire-là. Et quand la personne m'a appelé, j'étais vraiment sous le choc, mais j'avais confiance et je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, quoi. Allons-y, valide les taxes. Elle a validé. Mais quand je suis arrivé à la maison, je sais que m'a dit non, cherche. Et quand j'ai commencé mes recherches, c'est là que je me suis rendu compte que la personne a fait une erreur. Et si seulement j'étais beaucoup plus éveillé en disant non, tu sais quoi, laisse tomber, je vais faire des recherches et je te reviens. Ou carrément, je disais, bon, ou carrément, j'avais l'information par rapport aux taxes. Je ne faisais pas ce que je faisais auparavant, envoyer, laisser les gens faire, mais j'ai les informations par rapport à comment les choses se font et tout le reste, mais je déléguais ça à quelqu'un de plus professionnel que moi. Les erreurs que la personne a commises, je pouvais les détecter parce que ce sont des erreurs, en tout cas, de débutants. Si je retourne 3 années en arrière, même il fallait que je retourne 10 années en arrière, je ne dirais qu'une seule chose à ma personne, informer. S'informer, apprendre, s'informer, apprendre, s'informer, apprendre. Et peut-être au-dessus de cela, je dirais résilience et plus de patience. Super. J'ai une dernière chose que je fais souvent, récemment que j'ai introduite. Si tu as un conseil à donner à un faramaker, c'est un membre de notre communauté qui nous suit. Si tu as un conseil à lui donner et qui a cette ambition-là de partir au Canada, quel est ton dernier conseil de manière résumée que tu lui donnes? Je lui dirais de ne pas hésiter, de se lancer. S'il veut venir au Canada, de ne pas hésiter de se lancer, mais qu'il prenne toutes les dispositions qu'il faut, qu'il sache le pourquoi il veut venir, qu'il prenne toutes les informations qu'il faut par rapport aux procédures et pour couronner le tout, et la chose la plus importante, qu'il ne vienne jamais ici par des moyens frauduleux. Parce que qu'il le veuille ou pas, une chose que j'aime aussi au Canada, c'est que c'est aussi ça. Tu peux passer à travers les filets et tu penses que c'est fini. 10 ans, 5, 15 ans après, on peut te ramener. Ce que tu as fait des années auparavant, ça peut retomber sur toi au moment où tu ne s'y attendais que moins. Donc, faire les choses dans la règle de l'art, s'informer, avoir toutes les informations qu'il faut, se préparer psychologiquement et financièrement, et c'est sûr qu'il finira par y arriver et atteindre ses objectifs. Ok, merci beaucoup Askim pour vraiment la valeur que tu as partagée avec les faramakers. Donc, si vous avez aimé cet épisode-là, la seule manière de pouvoir nous soutenir, c'est de vous abonner et de partager, liker ce contenu-là. Donc, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et si vous avez besoin des livres de Askim, comme il a 4 livres qu'il a publiés qui sont sur Amazon, vous pouvez vous en procurer ces livres-là. C'est des livres que je recommande vraiment, surtout si vous êtes jeune et que vous voulez vraiment vous éveiller, vous cultiver. Parce que ces livres, c'est des livres vraiment qui sont assez profonds. Donc, je vous recommande vraiment ces ouvrages-là. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine, peut-être une troisième fois. Ouais, certainement.